Vous me dégoûtez depuis le jour de notre rencontre, a crié Mirabel Icande, sa voix perçant la musique et le cliquetis des verres dans le hall. Il était 21h30, et l'air ambiant était froid et mordant. Les arrangements floraux qui ornaient le lieu avaient commencé à se flétrir, et leur parfum fané se mêlait à la fraîcheur. Une cinquantaine d'invités étaient assis à leur table, certains figés de choc, les yeux écarquillés, d'autres détournant maladroitement le regard. Je suis restée immobile, assise à la table d'honneur dans ma robe émeraude foncée, les deux mains posées sur la nappe ivoire. Mes doigts étaient crispés. Mirabel était debout, serrant son verre de champagne, sa robe de satin blanc trop étroite. À côté d'elle se tenait mon neveu, Dami Akanji, les yeux rivés sur son assiette alors qu'il mâchait distraitement une crevette. Il n'a pas levé les yeux une seule fois depuis le début de cette scène. « Je n'en peux plus », a continué Mirabel, son ton grossier et brutal. « Dami, dis à ta tante qu'après le mariage, elle devra quitter la maison. Je ne supporte pas de la voir traîner ses pantoufles dans le couloir chaque jour. » Des murmures ont fusé dans la pièce. Depuis une table voisine, Madame Ifeoma Nwokedi, ma voisine depuis plus de 3 décennies, m'observait avec une silencieuse pitié. Plus loin, Monsieur Musalawal, le boucher du quartier, serrait fermement la mâchoire, ses jointures blanchies, mais comme les autres, il ne disait rien. « Regardez-la » a ricané Mirabel, pointant son doigt manucuré dans ma direction. « Juste assise là. C'est comme ça qu'elle est tous les jours à la maison, errant-elle un spectre silencieux, cognant des casseroles à 5 heures du matin. » Enfin, Dami a levé les yeux. Son visage était rouge. Il a bu une gorgée de son vin rouge et a tamponné sa bouche avec sa serviette. « Mirabel, s'il te plaît » a-t-il marmonné. « Pas ici. »« Pourquoi pas ici » a-t-elle lâché avec un rire amer. « Ils savent tous. Tout le monde sait que ta tante est un poids. Une femme de 63 ans qui ne fait que cuire des haricots et regarder des rediffusions. » La chaleur m'est montée au cou. Mon visage brûlait, mais je n'ai pas scié. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement souri, une petite courbe à peine visible sur mes lèvres. Parce qu'ils ignoraient ce que je savais. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais préparé. Et d'ailleurs, a ajouté Mirabel, s'approchant de moi, après le mariage, nous aurons besoin de toute la maison. Nous avons l'intention d'avoir des enfants. Tati Tolu peut trouver une maison de retraite correcte. Il y en a beaucoup dans cette ville. Dami a acquiesce. Mon propre sang a acquiescé. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde que de me jeter comme une vieille chaise devenue inutile. Tolu, a dit Mirabel, prononçant mon nom comme s'il laissait un goût amer dans sa bouche, j'espère que tu comprends. Ton travail de soignante est terminé. Il est temps que tu t'écartes et que tu nous laisses vivre notre vie. Un silence pesant est tombé sur la pièce. Je pouvais entendre ma propre respiration. Même le tic-tac de l'horloge murale derrière moi semblait plus fort que d'habitude. Ils attendaient tous que je craque. Que je crie. Que je m'effondre. Que je sorte en courant en sanglotant comme une femme vaincue. Mais je n'étais pas brisée. Pas après ce que j'avais appris. Pas après les mois que j'avais passés à me préparer à ce moment précis. Tu as raison, Mirabel, ai-je fini par dire. Ma voix était stable, douce comme de la soie. Il est temps que ça change, a-t-il dit. La salle fut soudain inspirée. Mirabel a souri, pensant que j'avais enfin cédé. Dami a expiré de soulagement, convaincu que la tempête était passée. Et puis j'ai fait ce que personne n'attendait. J'ai levé ma main droite et j'ai fait un geste subtil vers le maître de cérémonie, qui se tenait près du système de son. Il a compris mon signal, a hoché la tête et s'est déplacé aussitôt. Nous avions répété cela. Mesdames et messieurs, a dit le MC avec une chaleureuse emphase, la tante du marié a préparé un cadeau très spécial pour les mariés. Une surprise qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Le sourire de Mirabel s'est atténué. Dami s'est figé, une crevette toujours suspendue à sa fourchette. Les têtes se sont tournées vers l'écran de projection géant suspendu au-dessus de la scène de bal. Les lumières ont baissé. Les invités sont restés dans une attente silencieuse. Et j'ai continué de sourire. Parce qu'après 63 ans de vie, 29 ans à élever Dami comme mon propre enfant, et près d'1 an de planification méticuleuse, mon moment était enfin venu. L'écran a doucement scintillé pour s'allumer. Et ainsi a commencé la vidéo qui allait tout défaire. Celle qui allait exposer la vérité sur Dami Akanji. Sur Mirabel Icande. Celle qui allait, enfin, me libérer. Le projecteur a bourdonné doucement, alors que l'écran illuminait la salle. Une douce mélodie de piano jouait en arrière-plan tandis que de vieilles photographies apparaissaient et disparaissaient. Un jeune Dami souriant en uniforme scolaire, Dami enfant avec du gâteau sur les joues, et une de lui agrippée à ma taille pour son 6e anniversaire.
Des rires et des soupirs sentimentaux ont résonné dans la pièce. C'était le début d'un hommage, du moins, c'est ce qu'il croyait. Mirabelle s'est adossée à sa chaise, la tension s'adoucissant dans ses épaules. Elle croyait que c'était un geste maternel, un montage sentimental fait pour les honorer. Mais j'avais appris il y a longtemps que la tromperie a de nombreux visages. Surtout le visage d'une femme avec un sourire parfait. La douce musique s'est fondue en statique. L'écran est devenu noir pendant une seconde. Puis un texte blanc en gras est apparu. Les véritables intentions de Dami Akanji et de Mirabelle Ikande. Des halètements ont traversé la foule comme un vent soudain. L'atmosphère, autrefois festive et joyeuse, est devenue tendue d'incertitude. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? A chuchoté Dami, se levant à moitié de sa chaise. J'ai doucement posé ma main sur son bras sans le regarder. Assieds-toi, Dami, ai-je dit calmement. Ça ne fait que commencer. Le premier enregistrement a débuté. La voix de Dami a rempli la pièce, calme mais indubitablement la sienne. Elle vieillit, elle oublie. Si nous n'agissons pas bientôt, elle se rendra compte de ce que nous faisons. Nous avons besoin qu'elle sorte de cette maison. Elle a vécu sa vie, c'est notre tour maintenant. Des murmures ont éclaté. Quelques personnes ont haleté à voix haute. Mon amie Mumi Agnès de l'église s'est couvert la bouche. De l'autre côté de la pièce, Monsieur Musa s'est levé complètement, fixant l'écran comme s'il essayait de lire l'âme de Dami à travers lui. C'est trafiqué, balbutia Mirabelle, sa voix aiguë. C'est, quelqu'un a truqué ça. Mais ensuite, sa voix a résonné sur les haut-parleurs aussi. Le type de tolu cède toujours. Ils ont juste besoin d'une petite poussée. J'ai déjà visité 2 maisons de retraite décentes et abordables. Si elles résistent, nous pouvons faire en sorte que cela ressemble à ce que ce soit pour sa propre sécurité. Les gens comprendront cela. Ils le font toujours. Le silence dans le hall était glacial. Chaque mot a frappé comme un marteau sur du verre. Ceci ne se passe pas, marmonna Dami, pressant sa serviette contre ses lèvres, son visage perdant de sa couleur. Oh si, dis-je. Et ce n'est qu'un début. Le prochain enregistrement montrait Mirabelle riant, ce même rire nasal qu'elle utilisait pour se moquer de mon igname bouilli ou de mes savons. Elle détaillait son idée de vendre mes meubles. Ma table de cuisine. Le buffet que mon défunt frère avait sculpté de ses propres mains. Nous lui laissons 1 heure pour emballer ses affaires essentielles. Le reste ? Déchets ou Facebook Marketplace. Elle n'aura pas besoin de ces vieilles reliques dans une maison de retraite. La tension dans la pièce s'est brisée. Les gens ont commencé à murmurer ouvertement. Certains invités se sont levés. D'autres ont commencé à s'éloigner de la table, comme s'ils craignaient d'être associés. Tu nous détruis, murmura Dami, les yeux remplis de larmes qui venaient de la panique, pas du remords. Non, dis-je, toujours assise, toujours calme. Je vous laisse simplement vous détruire. Vous m'avez donné chaque allumette. Un 3e clip a commencé. Dami, elle a signé les documents. Nous pouvons contracter le prêt. Elle ne s'en rendra même pas compte. Mirabelle, exactement. Une fois l'argent arrivé, nous réservons le voyage, versons l'acompte pour le SUV et commençons les rénovations. Elle sera dans un établissement avant de se rendre compte que le papier peint a changé. Les invités avaient cessé de chuchoter. Ils regardaient fixement. Certains avec incrédulité. D'autres avec une pure horreur. Du coin, le père de Mirabelle se leva lentement, les mains agrippant le dossier de sa chaise. Son visage semblait sculpté dans le granit. « Mirabelle, dit-il, d'une voix basse et sévère, qu'est-ce que c'est que cela ?» Mirabelle s'est levée aussi, renversant sa chaise. Elle ment. Elle a inventé toute cette histoire. Cette vieille sorcière essaie juste de ruiner nos vies parce qu'elle est jalouse. L'insulte a coupé l'air comme une lame. Mes invités ont tressailli. Moi aussi. Mais pas de douleur, de reconnaissance. Elle était là, la vraie Mirabelle. Dépouillée de toute grâce. D'étiquette. De toute prétention. Assez, dis-je. Je me suis levée de ma chaise. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Vous vouliez tous un discours ce soir, dis-je, ma voix forte résonnant sur les murs. Le voici. Je me suis éloignée de la table, lentement, chaque mot tombant comme une brique. Pendant près de 30 ans, j'ai élevé Dami comme mon propre fils après le décès de ses parents. J'étais là pour ses genoux écorchés, ses chagrins d'amour et ses anniversaires. Je pensais que j'élevais un homme d'honneur. Je me suis tournée vers Dami, dont les mains tremblaient sur ses genoux. Mais en cours de route, ce garçon a disparu quelque part.
remplacée par un homme qui me voyait comme un problème. La pièce était de nouveau silencieuse. Je n'avais pas l'intention d'embarrasser qui que ce soit ce soir, ai-je ajouté. Mais je n'allais pas les laisser m'enterrer tranquillement, non plus. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti une enveloppe brune. De la table du fond, un grand homme à lunettes s'est levé. « Puis-je » demanda-t-il. La voix était celle de Barrister Shuka Onwudiu, l'ami le plus proche de mon défunt frère, et maintenant, mon avocat. « Allez-y, dis-je. » Il a marché jusqu'au centre de la pièce. « Je m'appelle Shuka Onwudiu. Je travaille avec Madame Tolu. Tolu sur un examen juridique de sa succession et de ses droits familiaux. Sur la base des documents et des enregistrements audio que nous avons recueillis au cours des 4 derniers mois, nous pouvons confirmer ce qui suit. » Il a ouvert l'enveloppe d'un geste sûr. 1. Monsieur Dami Akanji a frauduleusement demandé un prêt de 3,5 millions en utilisant la maison de Madame Tolu, comme garantie, falsifiant sa signature, Dami a laissé tomber son verre de vin. Il s'est cassé. 2. A poursuivi Shuka, ignorant le bruit, les fonds ont été utilisés pour obtenir une voiture et un voyage de noces à Zanzibar. La foule s'est agitée. 3. Les preuves que nous avons soumises prouvent l'intention de tromper, de manipuler et d'exploiter émotionnellement une personne âgée, une infraction criminelle en vertu de la loi sur la protection des aînés. Non, dit Dami d'une voix rauque. Non. Ça ne peut pas. Shuka s'est tourné vers moi. Souhaitez-vous intenter une action en justice? J'ai croisé le regard de Dami. Le garçon que j'avais baigné, à qui j'avais appris à prier et que j'avais serré dans mes bras quand il avait des cauchemars, avait disparu. L'homme devant moi n'était qu'un étranger. Pas de prison, dis-je. Mais il ne passera pas une autre nuit dans cette maison. Je me suis tenue droite devant les invités, ma voix ferme alors que je m'adressais de nouveau à Shuka. Je veux que l'ordonnance d'expulsion soit immédiate. Il n'a aucun droit sur cette maison, et je ne passerai pas une autre nuit avec un serpent sous mon toit. Des halètements ont éclaté dans la pièce, se propageant à travers la foule comme la chaleur d'un feu. Dami avait l'air d'avoir reçu une gifle. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Sa gorge s'est contractée comme s'il essayait d'avaler tous les mensonges qu'il avait racontés au cours de la dernière année. Mirabelle, maintenant visiblement tremblante, a essayé de se reprendre. C'est ridicule. Cette femme est juste amère parce qu'elle est vieille et seule. Elle essaie de ruiner nos vies parce que vous avez essayé de ruiner la mienne en premier. Ai-je interrompu froidement. Vous avez oublié une chose importante. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. Et certainement pas faible. Shuka s'est de nouveau éclairci la gorge et a brandi un deuxième document. Ceci, a-t-il dit, est un testament nouvellement actualisé. En vigueur depuis 6 semaines, toutes les propriétés, économie et assurance sont au nom de Madame Tolu Adédiran sont maintenant légalement transférées à une fiducie privée au profit de la Fondation pour l'enfance New Dawn à Ibadan. Dami Akanji a été retiré en tant que bénéficiaire de tous les héritages, rétroactivement et indéfiniment. Un seul bruit sourd a brisé le silence. Dami s'était affalé sur sa chaise, ses membres lâches, ses yeux vides. « Non » cria-t-il, soudain et brutal. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas simplement m'effacer de tout. Je suis votre famille. Je suis tout ce que vous avez. » J'ai marché lentement vers lui, devant l'écran de projection vacillant, qui affichait toujours une image figée des enregistrements accablants. La vérité gravée dans la lumière statique derrière moi. « Vous étiez ma famille, » dis-je doucement. « Mais la famille protège, elle n'attaque pas. Amour, pas complot. Vous avez enterré ce lien le jour où vous avez décidé de m'échanger contre des comptoirs en granit et un voyage de noces. » Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Dami. Mais ce n'était pas le genre qui apporte la guérison. C'étaient les larmes d'un homme regardant ses stratagèmes se défaire, ses illusions brisées. « S'il vous plaît, tante, s'il vous plaît, nous pouvons réparer cela. Nous voulions juste commencer une nouvelle vie. Nous ne voulions pas dire. » « Arrête de mentir, dis-je. Tu pensais chaque mot que tu as chuchoté dans ces enregistrements. Tu pensais chaque signature que tu as falsifiée, chaque armoire que tu prévoyais d'arracher du mur. » Je me suis tourné vers les invités, toujours stupéfaits et silencieux. Je suis désolé que la célébration de ce soir ait pris cette tournure. Mais cela devait arriver. Vous étiez censé porter un toast à des fiançailles. Au lieu de cela, vous avez été témoin du dévoilement d'une trahison. Je suis retourné à ma place. Pas vaincu, mais dans la finalité. Et je me suis assise alors que Shuka continuait,
À compter de ce soir, M. Akanji a 24 heures pour quitter les lieux. Toute tentative de retarder ou de contester cette décision sera accueillie par une escalade juridique complète. De la foule, quelqu'un a commencé à applaudir. Puis un autre. Bientôt, la salle fut remplie d'applaudissements épars, hésitant au début, puis plus fort. Pas une célébration de vengeance, mais de clarté. D'une justice attendue depuis longtemps. Le père de Mirabel a repoussé sa chaise brusquement et est sorti sans un mot de plus. Sa mère a suivi, le visage rouge, n'osant établir de contact visuel avec qui que ce soit. Un par un, les invités ont emboîté le pas, me murmurant des excuses, certains offrant des pressions chaleureuses sur mon bras ou un signe de tête de soutien en quittant la salle. Bientôt, seules quelques personnes sont restées, Shuka, moi-même et les restes brisés de ce qui avait été présenté comme de l'amour. Dami s'est affalé sur sa chaise, comme un enfant envoyé chez le directeur. Mirabel, incapable de se maîtriser, essuya son visage avec des mains tremblantes, son maquillage étalé en traînées fantomatiques. « Dites-moi juste, » murmura-t-elle amèrement, « pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi ne pas simplement nous mettre dehors tranquillement? » Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que le silence est ce sur quoi vous comptiez. Vous pensiez que je disparaîtrais dans le fond comme un vieux drap. Que je murmurerais des bénédictions pendant que vous arrachiez tout ce que j'avais construit. Mais j'ai appris quelque chose durant ces années, le silence n'est pas la paix. Et ce soir, j'ai choisi la paix. Elle a raillé. Tu mourras seul. Mieux vaut seul qu'entouré de parasites, dis-je. D'ailleurs, je préférerais mourir avec dignité que de vivre dans la peur. Shuka a rassemblé les documents et les a remis soigneusement dans sa mallette. Nous avons terminé ici, dit-il, se tournant vers moi avec un doux signe de tête. Onigrégaba. Je me suis levée, le dos droit malgré le poids émotionnel de la soirée. Et alors que je laissais la salle derrière moi, les lumières s'éteignant derrière, j'ai senti quelque chose se soulever de ma poitrine. Quelque chose de lourd qui était assis là depuis des années, pesant avec chaque insulte, chaque regard de côté, chaque commentaire passif-agressif. Dehors, l'air était chaud et humide. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Ma robe verte flottait doucement alors que nous marchions vers la voiture. « Vous l'avez fait » dit Shuka doucement alors que nous approchions du véhicule. « Non » ai-je corrigé, j'y ai survécu. Et puis, après un moment de silence, j'ai ajouté « mais survivre ne suffit plus. Je crois qu'il est temps que je vive. » Le lendemain matin, après la retombée de la fête de fiançailles, la maison était anormalement calme. Je me suis réveillée à mon heure habituelle, 5 heures, mais quelque chose était différent. Je n'ai pas marché sur la pointe des pieds. Je ne me suis pas inquiétée d'être vue ou jugée. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé, le sifflement de la bouilloire, d'où rappel que je pouvais de nouveau bouger librement. Il n'y avait aucune canette de bière sur la table à manger, pas de chaussures sales traînant dans le couloir, pas de voix colérique derrière des portes fermées. Ma maison était enfin de nouveau la mienne. Vers le milieu de la matinée, Dami est revenu pour récupérer ses affaires. Il n'a pas dit un mot. 2 jeunes hommes l'ont aidé à transporter ses boîtes dans une camionnette de location. Il a évité mon regard tout le temps. Je me suis tenue à la fenêtre, les bras croisés, regardant sans ciller. Il n'a pas levé les yeux une seule fois. Mirabel n'est pas venue. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Elle ne s'est jamais présentée quand il fallait travailler. Quand la camionnette est partie, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas sentie triomphante. Ce que j'ai ressenti était plus profond, une sorte de paix enracinée. Pas l'absence de chaos, mais la certitude que le pire avait passé. Cette nuit-là, j'ai dormi sans activer un enregistreur. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai dormi parce que je me sentais en sécurité. La semaine suivante, Shuka m'a aidé à finaliser l'annulation du prêt frauduleux. Avec toutes les preuves, signatures falsifiées, conversations enregistrées, documents modifiés, la banque n'avait pas le choix. Ils ont résilié le contrat, gelé le compte de Dami et placé un signalement à long terme sur son profil de crédit. Ce n'est pas la prison, avait dit Shuka autour d'une tasse de café dans son bureau, mais c'est suffisant pour s'assurer qu'il ne puisse plus se frayer un chemin frauduleusement dans une autre propriété pendant longtemps. C'est tout ce que je veux, ai-je dit. Je ne suis pas en quête de vengeance. Je veux juste la paix. Nous avons aussi changé toutes les serrures. Chaque porte. Chaque fenêtre. Même le hangar à l'arrière où mon défunt frère rangeait autrefois ses outils de jardin. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la prévention. Le genre de choses que les femmes comme moi apprennent à faire après que la vie nous enseigne que même la famille peut devenir dangereuse quand elle est désespérée. Au début, le calme paraissait étrange. J'avais passé tellement de temps à m'adapter au bruit, aux conflits,
aux froideurs et aux faux sourires que la paix me semblait étrange. Mais lentement, j'ai commencé à remplir ce silence d'un but. J'ai recommencé à cuisiner, pas pour servir quelqu'un d'autre, mais parce que j'aimais le son du gombo grésillant, l'arôme de l'aiguisie sur le feu, la texture des ignames devenant dorées. Je regardais la télévision sans écouteurs, sans honte. Je me suis assise sur le porche dans mon pagne et j'ai bu du thé au crépuscule. Et lentement, ma maison est redevenue un foyer. Les voisins ont commencé à s'arrêter plus souvent. Madame Ifeoma m'a apporté un bouquet d'hibiscus frais de son jardin. Vous rayonnez, Ontitolu, a-t-elle dit, en me tendant les fleurs. Votre peau semble plus jeune. Quel que soit le thé aux herbes que vous buvez, j'en veux. J'ai ri, en plaçant le bouquet dans un vase en céramique que je n'avais pas touché depuis des années. Ce n'est pas le thé. C'est l'absence de trahison. Elle a acquiescé solennellement. La nouvelle du fiasco des fiançailles s'était répandue dans notre quartier d'Ikeja comme une traînée de poudre. Les gens ne me demandaient pas les détails. Ceux qui comptaient les connaissaient déjà. Ceux qui jugeaient ne valaient pas la peine d'être expliqués. Mais ce qui m'a surprise, ce sont les appels qui ont commencé à arriver d'autres femmes, des femmes plus âgées pour la plupart. Des femmes qui avaient passé des décennies à cuisiner, prier, nettoyer et se sacrifier uniquement pour être bafouées par les enfants qu'elles avaient élevés. Elles ne disaient pas grand-chose. Mais elles disaient toutes la même chose. Vous étiez courageuse. Ce mot, courageuse, a résonné dans mon esprit pendant des jours. Personne ne m'avait jamais qualifiée de courageuse auparavant. Pas quand je me suis mariée jeune à un instituteur tranquille qui parlait à peine plus fort qu'un murmure. Pas quand j'ai recueilli le fils de ma défunte sœur à 7 ans et que je l'ai élevé comme le mien. Pas quand j'ai enduré des décennies d'insultes légères, de dîners froids et de conversations égoïstes. Mais maintenant, parce que j'avais dit non, parce que j'avais exposé l'horrible vérité au lieu de l'avaler, j'étais courageuse. Assez courageuse pour me reprendre en main. Un après-midi, j'ai ouvert la boîte où j'avais rangé le vieil enregistreur vocal et la caméra déguisée en pot de fleurs. Je les ai regardés pendant longtemps. Puis je les ai placés dans un sac en tissu et je les ai portés à l'incinérateur derrière la maison. Il était temps de les brûler. Je n'avais plus besoin de preuves. La guerre était finie. J'ai craqué l'allumette et je l'ai jetée dedans. La fumée s'est enroulée vers le haut, un dernier murmure des mois que j'avais passés à survivre au lieu de vivre. Quand je suis rentrée dans la maison, je me suis sentie plus légère. Les semaines suivantes ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vécu depuis des années. Chaque matin, j'ouvrais tous les rideaux de la maison et laissais la lumière du soleil inonder l'intérieur. Les pièces ne ressemblaient plus à des pièges de tension et d'ombres chuchotantes. Elles étaient pleines d'air, de lumière et de quelque chose de nouveau, la liberté. J'ai commencé à récupérer des coins oubliés de la maison. La chambre d'amis que Dami occupait autrefois, dépouillée de ses souvenirs amers, est devenue un espace pour la couture, la tenue d'un journal et de vieux disques de gospel que je n'avais pas écoutés depuis des années. J'ai peint les murs d'un bleu ciel pâle, la couleur des nouveaux départs. Les vieilles boîtes de rangement pleines de son désordre, de ses gadgets, de son équipement de gym négligé, tout a disparu. J'ai donné ce qui était utile et jeté le reste. Chaque étagère dégagée était comme une expiration des murs eux-mêmes. J'ai aussi commencé à voir davantage le monde, même si ce n'était que mon coin de celui-ci. Les femmes du marché, qui souriaient poliment auparavant, engageaient maintenant une vraie conversation avec moi. Un jour, à l'étalage de tissus, la propriétaire s'est penchée et a chuchoté « Ma propre fille me traite comme une femme de ménage. J'aimerais avoir votre courage. » Je ne savais pas quoi dire. Alors je lui ai juste touché la main et j'ai dit « Vous saurez quand le moment sera venu. » Parce que je l'avais su. Et quand mon heure est venue, je ne me suis pas rapetissée. L'histoire de la vidéo, à la fête de fiançailles, avait circulé. Elle s'est transformée en folklore de quartier. Certains l'ont exagérée, d'autres ont adouci les détails. Mais dans chaque version, le message était le même. La tante tranquille s'était défendue. Et cela a effrayé certaines personnes. Peu de temps après l'incident, j'ai reçu un appel de la mère de Mirabel. Elle était formelle, voire respectueuse. Sa voix tremblait à l'autre bout du fil. « Madame Adédiran, veuillez excuser mon intrusion », a-t-elle dit. Je voulais juste m'excuser. Pour tout. Vous ne me devez pas d'excuses, ai-je répondu. Votre fille, elle, le doit. Il y a eu un long silence. Elle est dévastée, a dit la femme. Son père ne lui a pas parlé depuis cette nuit-là. Le mariage a été annulé. Elle ne travaille pas. Elle ne va pas bien. Je vois, dis-je, gardant ma voix neutre. Elle nous a dit que vous aviez tout manipulé. Que vous vouliez l'embarrasser. Je pris une inspiration lente. Croyez-vous cela?
Un autre silence. Non, admit-elle doucement. Plus maintenant. Elle s'est ruinée elle-même, dis-je calmement. J'ai juste tenu un miroir. Il n'y avait plus rien à dire. Je n'ai pas raccroché avec colère. J'ai simplement mis fin à la conversation comme on pourrait fermer une fenêtre sur une tempête passée. Dami n'a jamais appelé. Pas même une seule fois. Shuka m'a dit plus tard que Dami avait quitté Lagos. Apparemment, il avait déménagé à Enugu, essayant de recommencer à zéro. Il louait un appartement d'une seule pièce et travaillait au noir dans l'entreprise de réparation automobile d'un ami. Il vit tranquillement, dit Shuka. Pas bien, pas mal. Juste, tranquille. J'ai acquiescé. Et puis j'ai posé la question à laquelle je pensais depuis des semaines. Penses-tu que je devrais me sentir coupable? Shuka me regarda par-dessus son bureau. Il ne répondit pas immédiatement. Le fais-tu? Demanda-t-il. Non, admis-je. Mais je pensais que je le pourrais. Je l'ai élevé. Je l'aimais comme un fils. Vous l'avez fait, dit-il. Mais élever quelqu'un ne signifie pas que vous lui devez votre propre destruction. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à Dami. Pas pour la postère, juste pour écrire. Je n'ai pas écrit pour le réconforter ni pour l'inviter à revenir. J'ai écrit pour libérer le poids de ce qui aurait pu être. Je lui ai dit que je lui pardonnais dans mon cœur, mais qu'il n'aurait plus jamais de place chez moi. Puis j'ai brûlé cette lettre aussi. Certains feux guérissent. Certains brûlent des ponts qui n'étaient pas destinés à être traversés à nouveau. Alors que janvier se glissait en février, un mois qui aurait autrefois marqué le début de la nouvelle vie de Dami et Mirabel ensemble, j'ai plutôt commencé ma propre transformation tranquille. J'avais passé des décennies à vivre comme une ombre derrière les histoires d'autres personnes. La tante qui soutient, la douce veuve, la femme qui a toujours connu sa place. Mais maintenant, il ne restait plus de rôle à jouer. Plus de simulation. Plus de rétrécissement. Alors, j'ai choisi de faire quelque chose qui m'a même surprise. J'ai fait une petite valise, j'ai porté mes chaussures de marche les plus confortables et j'ai pris un bus matinal pour Calabar. Une ville que je n'avais vue qu'en photo et une fois dans une émission de voyage. C'était la première fois que je voyageais seule. À 63 ans, je me sentais à nouveau comme une fille, incertaine des directions, mais sûre de moi. Le voyage était long, mais pas solitaire. J'ai regardé le paysage changer des quartiers bondés aux verts vastes et aux collines lointaines. Sur la route, j'ai écouté de la musique iglyphe douce et j'ai lu un vieux roman pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Et quand le bus s'est finalement arrêté à la gare, j'ai souri comme si j'entrais dans la lumière du soleil pour la première fois. À Calabar, j'ai fait des choses que je ne m'étais pas autorisée à faire depuis des années. J'ai erré dans les jardins botaniques de la ville et j'ai pris des photos de fleurs que je ne pouvais pas nommer. J'ai mangé du riz jollof et de la soupe au poivre auprès de vendeurs ambulants, me brûlant la langue et riant. J'ai marché pieds nus sur le sable doux de Marina Resort, laissant la brise atlantique ébouriffer mes cheveux sans honte ni souci. À la maison d'hôte, j'ai rencontré une femme nommée Maureen, 71 ans, avec un esprit 10 fois plus jeune. Elle avait voyagé depuis Port Harcourt pour assister à une retraite musicale. Nous nous sommes assis ensemble au petit déjeuner un matin, et je lui ai raconté un peu mon histoire. Ah, dit-elle, en tapotant doucement ma main. Nous passons toute notre vie à construire des maisons pour autrui. Puis un jour, nous réalisons que nous avons été sans abri à l'intérieur de nous-mêmes. Je l'ai regardée, sans voix. Parce qu'elle avait raison. Quand je suis rentrée chez moi 5 jours plus tard, je ne me sentais pas seulement reposée. Je me sentais renaître. Je me suis tenue au seuil de ma maison et je l'ai regardée avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus une maison qui contenait des secrets, une trahison et de la peur. C'était une ardoise propre. Et j'étais prête à la remplir de joie. Le lendemain, je suis allée au centre communautaire local et me suis inscrite à un club de jardinage. J'ai acheté 3 pots et j'ai planté de l'hibiscus et de la feuille parfumée sur mon porche. J'ai changé les rideaux de ma chambre en un or vif, quelque chose qui me rappelait la lumière du soleil. Et pour la première fois depuis des années, j'ai imprimé de nouvelles photos pour le mur du salon. Pas de d'amis, pas de vieux anniversaires ou de sorties en famille, mais de moi à Calabar, debout devant l'eau avec un sourire assez large pour illuminer toute une vie. Un après-midi, alors que j'élaguais mes plantes, Madame Ifeoma est passée et a dit « Tolu, ta peau est plus éclatante. Tu as l'air plus grande, même. » J.I.R. Peut-être est-ce parce que je ne porte plus personne d'autre sur mon dos. Elle a acquiescé. Ça te va bien. C'était le cas. Même mes rêves ont changé. Plus de visions de conversations perdues ou de repas amers. J'ai commencé à rêver de marchés, de tissus colorés, de rues inconnues et de vents chauds. Un jour, j'ai reçu une lettre par la poste.
Une enveloppe épaisse avec un sceau officiel. C'était de Dami. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Pendant 3 jours, je l'ai laissée sur ma table. Je n'avais pas peur de ce qu'elle pourrait dire. J'étais simplement incertaine de savoir si cela importait encore. Le 4e jour, après le thé du matin, j'ai soigneusement brisé le sceau et je l'ai lu. Il s'est excusé. Sur 5 pages, il a expliqué sa culpabilité, son regret, sa confusion. Il n'a pas demandé à revenir. Il n'a pas demandé d'argent. Il a simplement dit que je lui manquais, pas ma maison, pas mon héritage, juste moi. C'était sincère. Mais cela n'a rien changé. Parce que parfois l'amour ne suffit pas à reconstruire ce que la trahison a détruit. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le détestais. Mais parce que la guérison m'avait appris quelque chose de crucial. La clôture ne consiste pas toujours à restaurer une connexion brisée. Parfois, il s'agit de lâcher le poids que vous n'auriez jamais dû porter. Et j'avais finalement appris à marcher sans lui. C'était un vendredi après-midi quand je suis passée pour la première fois devant le miroir dans mon couloir et que je me suis arrêtée. Je veux dire, vraiment arrêtée. Pendant des années, j'étais passée devant ce miroir sans vraiment me voir. Un éclair d'une femme fatiguée, un visage flou par la routine et le sacrifice. Mais cette fois, quelque chose m'a fait revenir sur mes pas. J'ai étudié la femme qui me regardait. Ses cheveux argentés étaient soigneusement tirés en arrière. Sa peau, sombre et ridée par l'âge, paraissait ferme et vivante. Ses épaules n'étaient plus voûtées par la culpabilité. Ses yeux, c'est ce qui m'a arrêtée. Ils étaient immobiles. Pas vaincus. Pas en colère. Immobiles, comme une eau profonde qui a survécu à chaque tempête. J'ai tendu la main, touché le cadre, et lui ai murmuré, « Nous avons réussi. » J'avais réussi. D'une manière ou d'une autre, après la trahison, le chagrin et le genre de chagrin d'amour qui n'a même pas de nom, j'avais trouvé une version de moi-même que je respectais de nouveau. Pas la tante, la soignante, la femme au foyer silencieuse. Pas la femme qui attend constamment le prochain affront, la prochaine remarque froide, la prochaine humiliation. Juste moi. Tolu. Je n'ai parlé à personne de ce moment devant le miroir. Certaines choses sont trop sacrées pour être partagées. Au lieu de cela, j'ai tourné mon attention vers la construction d'une vie qui n'était plus axée sur la survie. J'ai repris le bénévolat à la sensibilisation à la santé de l'église le jeudi. Les jeunes femmes là-bas ont commencé à demander des conseils, m'appelant Mama Tolu avec une affection que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je leur ai appris à cuisiner une vraie soupe au gbono, à lire un contrat de location avant de le signer, et, bien que je ne l'ai jamais dit ouvertement, comment voir les signaux d'alerte chez un homme aux paroles douces. En retour, elles m'ont aidé à créer un compte de courriel et m'ont appris à bien utiliser WhatsApp. Pour la première fois, je pouvais envoyer un message et recevoir une réponse qui ne comportait aucune déception. Un soir, après la pratique de la chorale, j'étais assise devant l'église en sirotant du zobo quand Shuka est arrivé avec un petit paquet. « Ceci vient d'arriver à mon bureau », a-t-il dit. J'ai pensé que je devais l'apporter moi-même. J'ai haussé un sourcil. Une autre lettre de Dami. « Non », a-t-il dit, en riant doucement. Celle-ci vient de la fondation. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre de remerciement de la New Down Children's Foundation, le même endroit vers lequel j'avais redirigé tous mes biens. Ils avaient déjà commencé les rénovations de leur dortoir en utilisant les fonds de mon testament révisé. Il y avait des photos incluses. Des enfants souriant en uniforme, tenant des livres d'histoire et jouant dans des pièces propres. L'une d'elles, une fille avec 2 couettes dans les cheveux, tenait une pancarte qui disait « Merci, Mama Tolu ». Les larmes ont jailli dans mes yeux, pas les larmes vives de la trahison, mais les larmes douces qui viennent quand quelque chose à l'intérieur de vous s'apaise enfin. Ces enfants se souviendront de votre nom longtemps après que tout le monde l'aura oublié, a dit Shuka. Et ça me va, ai-je murmuré. Parce que l'héritage, j'avais réalisé, n'était pas une question de sang. Il s'agissait d'impact. Pas qui portait votre nom, mais la vie de ceux que vous avez touchés. Ce soir-là, j'ai placé la lettre et les photos dans un petit cadre en bois et je les ai accrochés près du miroir du couloir. Juste à côté de l'image de moi-même que je reconnaissais maintenant, non pas à cause de qui j'étais avant, mais à cause de qui j'étais devenue. Plus tard ce mois-là, j'ai organisé un petit rassemblement dans ma maison, juste 6 femmes, toutes dans leur soixantaine et leur soixante-dizaine. Nous avons ri, joué aux cartes et partagé des histoires d'enfants qui ne visitaient pas, de maris qui n'écoutaient jamais et de rêves auxquels nous n'avions toujours pas renoncé. Nous devrions en faire une tradition, a dit l'une d'elles. 1 fois par mois. Pas d'enfants, pas d'excuses. Juste nous. Et nous l'avons fait. Chaque dernier samedi. Il est devenu connu sous le nom de The Key Women's Club, une petite blague que nous comprenions toutes. Parce que les femmes silencieuses, il s'avère,
porte souvent les vérités les plus fortes. Le dernier samedi du mois est arrivé, et avec lui, notre prochaine réunion du The Key Women's Club. Le soleil était chaud, l'air sentait la banane plantain frite et les gardénias, et mon salon résonnait d'un doux rire et du son de mains séculaires mélangeant des cartes à jouer. Nous n'étions ni grandioses ni glamour, mais il y avait quelque chose de puissant dans notre petit cercle de femmes aux cheveux argentés qui prenaient de la place sans s'en excuser. Alors que nous étions assises à manger du puf-puf et du chin-chin, Ngozi, une infirmière à la retraite qui avait survécu à un divorce amer, a levé un verre de zobo et a dit « à toutes les choses qu'on nous a dit que nous ne pourrions jamais faire, et que nous avons faites quand même ». Nous avons fait teinter nos verres et ri. Chacune de nous portait une histoire, mais aucune d'entre nous ne ressentait le besoin de se surpasser. Il y avait du réconfort à être parmi des femmes qui savaient ce que cela signifiait de reconstruire après une épave. Qui avaient fait face à la perte et en étaient ressorties plus sages, et pas seulement plus tristes. Lorsque les femmes sont parties ce soir-là, une par une avec leurs foulards gelés bien serrés et des sourires persistants sur leurs lèvres, je les ai accompagnées jusqu'à la porte et leur ai fait signe de la main comme à de la famille. Parce qu'elle l'était. La famille que j'avais choisie. Plus tard, alors que je lavais les tasses et essuyais les comptoirs, une pensée m'est venue, je n'attendais plus. Pas que d'amis changent d'avis. Pas des excuses qui pourraient ne jamais arriver. Pas même que la vie commence, parce que je la vivais déjà. Puis, cette même semaine, c'est arrivé. Une lettre est arrivée. Mais pas de d'amis. D'un avocat. Un nouveau dont je n'avais jamais entendu parler. Un jeune associé du cabinet de Shuka. Dami avait officiellement déposé une requête pour contester le testament révisé. Il a revendiqué la contrainte. Il a affirmé que j'étais influencée par des étrangers, que je n'étais pas dans mon bon esprit lorsque je l'ai retiré en tant que bénéficiaire. Mes mains n'ont pas tremblé en lisant ceci. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai souri, non pas par dépit, mais avec le calme d'une femme qui avait vu ce mouvement venir bien avant même qu'il ne le fasse. J'ai plié la lettre et j'ai appelé Shuka immédiatement. Envoie les enregistrements, ai-je dit. Tous. Chaque document, chaque photographie, chaque note. Déjà dessus, a-t-il dit. Laisse-le essayer. Et ainsi, cela a commencé. Une autre vague juridique d'un homme qui pensait autrefois qu'il pouvait tout voler en silence. Mais je n'étais plus la femme qui attendait en silence. Le lundi suivant, Shuka avait déposé une réponse. Il a soumis une montagne de preuves. Preuves de fraude, enregistrement d'intention de tromper, et une évaluation psychologique signée par un médecin, arrangée il y a des semaines, à ma demande, déclarant que j'étais saine d'esprit et pleinement consciente de chaque décision que j'avais prise. Tu n'as rien à craindre, m'a dit Shuka. Ce n'est que du bruit. Je sais, ai-je dit. Parce que j'avais cessé de craindre le bruit au moment où j'ai trouvé ma propre voix. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre enveloppe. Une lettre de Dami. Pas d'avocat cette fois. Juste son écriture, penchée, familière, désespérée. Il m'a supplié de reconsidérer. Il a dit que c'était une erreur. Que Mirabel l'avait manipulé. Qu'il n'avait pas été lui-même. Qu'il avait peur. Seul. Perdu. Il a écrit que mon riz jollof lui manquait. Il a écrit qu'aucune femme ne lui avait jamais fait se sentir aussi en sécurité que je l'ai fait. Et à la fin, une dernière supplique, pouvons-nous parler? Juste une fois? J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir à côté de la première qu'il a envoyée, non lue depuis le jour où je suis revenue de Calabar. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais déjà répondu. Dans chaque repas que j'ai cuisiné rien que pour moi. Dans chaque matin où je me suis réveillée avec un porche propre et le chant des oiseaux au lieu de la crainte. Dans chaque décision que j'ai prise sans consulter personne d'autre que moi-même. Je n'avais pas besoin de lui envoyer un autre nom. J'avais construit toute ma nouvelle vie autour de cela. Cette nuit-là, je me suis assise dans le jardin, une tasse de thé à la menthe à la main, les étoiles scintillant comme de tranquilles témoins au-dessus de moi. Et je leur ai murmuré, laisse-le partir. Pas dans la colère. Pas dans la haine. Juste dans la vérité. Parce que certains liens se brisent pour vous libérer, pas pour les punir. La saison des pluies est arrivée plus tôt cette année-là. Fin mars, les premières fortes tempêtes ont balayé le quartier, trempant les toits et transformant les routes étroites en rivières peu profondes. Mais à l'intérieur de ma maison, il y avait de la chaleur, de la musique et l'arôme d'un ragoût d'arachide mijotant doucement sur le poêle. Je ne comptais plus les jours dans la peur. Je les plantais. L'hibiscus sur mon porche avait fleuri d'un rouge vif, une explosion de vie qui me rappelait que certaines choses poussent mieux après qu'un feu a déblayé le champ. Alors je me suis penchée sur cette croissance. J'ai repeint ma clôture. J'ai suivi un cours au Centre de ressources pour femmes, compétences numériques pour débutants.
L'instructeur, un garçon assez jeune pour être mon petit-fils, était patient, m'appelant « tante » chaque fois que je posais une question. J'ai même créé une adresse email avec mon propre nom. Pas Toluonti47 ou Madame Tolumama. Juste Tolu Adédiran. Simple. Vrai. À moi. Un après-midi, alors que je rentrais à pied du centre communautaire, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Une femme, plus âgée que moi, peut-être 70 ans, se tenant tranquillement à côté de sa porte pendant que son fils adulte lui criait dessus depuis l'allée. Je n'ai pas pu entendre tous les mots, mais j'ai vu son visage. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas disputée. Elle avait juste l'air fatiguée. Comme si chaque syllabe sortant de sa bouche pesait plus que ce que ses os pouvaient supporter. Quand le garçon est retourné dans sa voiture et est parti en trombe, elle m'a remarqué qui regardait. Nos yeux se sont croisés. Elle n'a pas détourné le regard. J'ai traversé la rue et lui ai offert une bouteille d'eau. Nous n'avons pas dit grand-chose. Elle a juste dit, il n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai dit, le mien non plus. C'était suffisant. Il n'y avait pas besoin du reste. Nous nous sommes reconnus dans ce silence, deux femmes qui avaient tout donné et qui ont dû apprendre à reprendre quelque chose. Après ça, j'ai commencé à tenir un journal. Pas pour enregistrer le passé, mais pour faire de la place pour l'avenir. Chaque entrée commençait de la même manière, « Cher moi ». J'ai écrit sur de petites choses. Le manguier devant lequel je passais lors de ma promenade, les nouvelles sandales que j'ai achetées au marché, le contentement tranquille de manger seul sans excuse. Un soir, je me suis assise dans le jardin à feuilleter de vieilles photos, non par chagrin, mais par réflexion. Il y en avait une de Dami, âgée de 12 ans, tenant un prix scolaire. Je l'ai regardée pendant un moment, cherchant dans ses yeux des signes que j'aurais pu manquer. Mais ce n'étaient que les yeux d'un garçon, grands ouverts, avides, pleins de rêves. Le garçon que j'ai élevé et l'homme qu'il est devenu n'étaient pas la même personne. Et je devais accepter cela. Tout ce qui est brisé ne peut être réparé. Chaque blessure n'a pas besoin d'être rouverte pour guérir. J'ai replacé la photo dans la boîte, doucement cette fois. Pas par amour. Pas par douleur. Juste une fin. Des semaines ont passé. La contestation judiciaire de Dami s'est éteinte. Shuka a appelé pour dire que l'affaire était rejetée. Il ne pourra toucher aucune pièce de mon domaine, m'a-t-il assuré. Vous êtes protégé. Complètement. Merci, ai-je dit. Mais j'étais protégée le jour où j'ai dit « ça suffit ». Nous avons ri. C'était étrange, parfois, de voir à quelle vitesse les choses revenaient au calme après la tempête. Sauf que ce n'était pas le même calme qu'avant, le calme fragile et souriant du silence. C'était une paix bien méritée. Enracini, ancré. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé une petite enveloppe glissée sous mon portail. Pas d'adresse. Pas de timbre. Juste mon nom, écrit en gros, d'une écriture tordue. Elle venait de Mirabel. Elle écrivait moins comme quelqu'un qui plaide, mais plutôt comme quelqu'un qui se défait. Dans la lettre, elle a admis qu'elle avait été cruelle. Qu'elle m'avait enviée, mon calme, ma place dans la vie de Dami, le respect que j'inspirais sans hausser la voix. Elle a écrit qu'elle ne savait pas à quel point elle se détestait jusqu'à la nuit où la vidéo a été diffusée. Que le fait d'entendre sa propre voix, détachée, égoïste, avait brisé quelque chose en elle. Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas supplié de revenir. Elle a juste dit « Je te vois maintenant. Et je vois ce que je suis devenue. Merci de m'avoir arrêté. » J'ai lu cette lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée et placée dans le même tiroir que la dernière de Dami. Pas comme un souvenir. Comme preuve que certaines personnes, pas toutes, mais certaines, apprennent à être arrêtées. C'était suffisant. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où la vérité a illuminé cette salle de banquet comme un éclair sur un vitrail. Et maintenant, le premier dimanche de juin, je me tenais dans mon jardin, les mains sales de terre, plantant un nouvel arbre, un aziminier que j'avais acheté à un garçon près de la mosquée. Il a dit qu'il porterait ses fruits dans 1 an. J'ai souri à cette pensée. Dans 1 an. Je n'avais pas pensé ainsi depuis longtemps. Pendant si longtemps, mon avenir avait été une ombre traînant derrière les décisions d'autrui, une réaction, pas un choix. Mais maintenant, mon avenir était une parcelle de terre. Une paire de sécateurs. Un calendrier qui n'appartenait qu'à moi. Cet après-midi-là, Shuka m'a rendu visite. Nous nous sommes assis sur la véranda, à siroter du thé et à regarder la lumière faiblir. « As-tu l'impression que tout cela est derrière toi maintenant » demanda-t-il. J'ai réfléchi un instant. Surtout, ai-je dit. Mais je ne pense pas que cela disparaisse jamais complètement. Pas la trahison. Pas la douleur. Il hocha la tête. Mais cela ne te possède plus. Non,
dis-je. Ce n'est pas le cas. Nous nous sommes assis dans un silence agréable. Puis j'ai posé une question qui était restée dans ma poitrine comme un livre rangé sur une haute étagère. Penses-tu que Dami m'ait jamais vraiment aimé? Shuka n'a pas précipité sa réponse. Je pense que oui, dit-il. Mais je pense aussi qu'il s'aimait davantage lui-même. J'ai hoché la tête. Cela semblait juste. Mais l'amour qui ne sert qu'à soi, ajouta-t-il, n'est pas de l'amour. C'est de la faim. Et c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ce soir-là, après le départ de Shuka, je me suis tenue dans le couloir et j'ai regardé le miroir une dernière fois, le même miroir devant lequel j'étais passée pendant des décennies sans me remarquer. Maintenant, à côté de celui-ci pendaient 3 choses. Une photo encadrée des enfants de l'orphelinat Newdown, leurs larges sourires, leurs chemises fièrement repassées. Une fleur d'hibiscus, séchée de la toute première floraison sur mon balcon. Et une petite carte qui disait simplement « Vous êtes autorisé à recommencer. Autant de fois qu'il le faut. » Je l'avais écrit de ma propre écriture des semaines plus tôt et l'avais épinglé sans trop y penser. Maintenant, c'était une vérité. J'ai éteint les lumières et je me suis dirigée vers le lit. Les draps étaient fraîchement lavés, les fenêtres ouvertes à l'air de la nuit. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je ne me suis pas endormie en me préparant à quelque chose. Je me suis juste endormie. 1 an plus tard, presque jour pour jour, le pawpaw a donné son premier fruit. Il se dressait au centre de ma cour, grand et fort, ses feuilles se balançant doucement dans la brise comme si elles savaient exactement où elles devaient être. Tout comme moi.